Bonjour à tous. Cette vidéo fait partie d'une nouvelle série de vidéos pédagogiques destinées à tester vos compétences à exploiter des documents de biologie. Quand vous verrez apparaître en haut à gauche de votre écran l'icône suivante, il vous faudra réfléchir à une question que je vous poserai à partir d'un document de biologie. Il vous faudra alors interrompre la lecture de la vidéo pour tenter de répondre par vous-même à la question posée. Et pour chaque question, prenez le temps d'observer le document proposé, de réfléchir et de faire un schéma ou d'écrire quelques lignes si vous le souhaitez. Bon travail à chacun de vous. Dans la première vidéo de cette nouvelle série, une première question vous a été posée afin de tester votre capacité à reconnaître quelques cellules en microscopie optique. Cette seconde vidéo comporte 4 nouvelles questions numérotées de 2 à 5 et elle aborde 3 cellules que j'appellerai pour l'instant les cellules X, Y et Z. L'objectif de cette deuxième vidéo est de vérifier votre capacité à identifier des structures cellulaires précises à partir de l'observation détaillée de photographies de cellules. Après vous avoir laissé observer et réfléchir, je vous donnerai pour chacune des 4 questions posées les réponses complètes qui leur correspondent. Les moments de correction de cette vidéo seront à chaque fois accompagnés en bas à droite de votre écran par l'icône suivante qui vous permet au premier coup d'œil de repérer qu'il s'agit alors d'une partie de correction. Mais jouez le jeu, ne visualisez la partie correction qu'après avoir suffisamment réfléchi à la question posée, car le meilleur moyen de progresser est de prendre le temps de s'interroger d'abord, si bien que la correction qui suit devient alors bien plus profitable. Votre travail d'exploitation de documents va démarrer avec l'étude de cette photographie d'une cellule que j'appellerai la cellule X, et qui a été prélevée dans le sang d'un embryon de souris. Voici l'intitulé de la deuxième question. Présenter la technique ayant permis l'obtention de la photographie de cette cellule X. Pour répondre à cette question, regardez bien cette photo de la cellule X. D'après ce que vous observez sur cette photographie, essayez de déterminer quelle technique a été utilisée pour obtenir cette image. Puis, exposez le principe de cette technique. Essayez aussi de retracer en quelques étapes le protocole qui a été nécessaire pour préparer l'échantillon avant de pouvoir réaliser cette photographie. Faites donc une première pause ici dans la lecture de cette vidéo et prenez le temps pour répondre à cette question d'ordre technique. Passons maintenant à la troisième question. Dans cette question, il vous faut exploiter au maximum cette photographie. Quels sont les éléments que vous reconnaissez dans cette photo et, pour les éléments que vous aurez identifiés, présentez en quelques mots leur fonction. Pour répondre à cette troisième question, interrompez à nouveau ici la lecture de la vidéo afin de prendre le temps d'observer attentivement cette photo. Vous pouvez aussi faire un schéma de cette cellule X en attribuant des légendes aux éléments que vous parvenez à reconnaître. Quand vous aurez bien étudié cette photo dans son ensemble, vous pourrez passer aux 2 clichés suivants qui sont en fait des détails agrandis de cette même cellule X. La première photo de détail va concerner la zone 1, encadrée ici en rouge, et qui est située dans la partie supérieure de la cellule X. La seconde photo de détail correspondra à la zone 2, encadrée aussi ici en rouge, et qui est située cette fois dans la partie inférieure de la cellule X. Voici dans un premier temps l'agrandissement de la zone 1 de la cellule X. Arrêtez à nouveau ici la vidéo et prenez le temps de bien observer cette photographie de détail afin d'identifier les éléments visibles. Voici dans un second temps l'agrandissement de la zone 2 de la cellule X. Regardez bien cette photographie de détail et essayez là encore de reconnaître les éléments visibles. Pour clôturer cette troisième question, je vous montre à nouveau la photographie de départ de la cellule X dans sa totalité.
Faites à nouveau ici une pause dans la vidéo et prenez le temps de retrouver les éléments que vous avez identifiés tout à l'heure sur les deux photographies de détail. Puis, quand vous aurez suffisamment observé et réfléchi, vous pourrez relancer cette vidéo afin de corriger votre travail et de découvrir les réponses aux questions 2 et 3. La question 2 était une question d'ordre technique et voici la réponse à cette seconde question. Pour observer une cellule, on utilise un microscope qui peut être un microscope optique ou bien un microscope électronique. La photographie de la cellule X ne fait apparaître que des nuances de gris, on a des zones blanches, noires et puis des tas de nuances de gris, mais vous voyez qu'aucune couleur n'est visible sur cette photographie. Or, les coupes observées en microscopie optique sont généralement colorées afin de rendre mieux visibles les éléments cellulaires. On peut donc penser que la technique utilisée ici n'est pas la microscopie optique. De plus, on vous fournit ici, en bas, à droite, ce qu'on appelle une échelle graphique. Une échelle graphique, c'est une barre dont la longueur représente une certaine taille, ici, dont la longueur va représenter 1 micromètre. Cette échelle graphique nous fournit donc une information sur la taille des éléments que vous avez observés ici sur une photo. Et grâce à cette échelle graphique, on peut en déduire que la cellule X a un diamètre d'environ une douzaine de micromètres. Je vous rappelle qu'un micromètre, on dit aussi un micron, représente un millième de millimètre. Cette cellule X a donc été très fortement grossie, si bien qu'on peut observer des détails de sa structure. Et ces détails structuraux de son organisation interne constituent l'ultrastructure de la cellule. Et la microscopie optique est une technique insuffisante pour permettre d'observer de tels détails ultrastructuraux. Il ne s'agit donc pas ici d'une photographie obtenue par observation utilisant un microscope optique, mais cette photographie a été obtenue en utilisant un autre type de microscope qu'on appelle un microscope électronique. Et une telle photographie, qui est issue de l'utilisation d'un microscope électronique, est appelée une électronographie. Les deux microscopes électroniques de base sont le microscope électronique à transmission et le microscope électronique à balayage. En microscopie électronique à transmission, les électrons sont transmis à travers des coupes ultra minces de tissu et on obtient des images en 2 dimensions permettant d'observer la structure interne des cellules. Par contre, avec un microscope électronique à balayage, le faisceau d'électrons balaye l'échantillon et un tel microscope permet alors d'étudier les détails de la surface des objets biologiques. Et le microscope électronique à balayage permet ainsi d'obtenir des images en 3 dimensions de l'échantillon, ce qui n'est pas le cas ici. Cette électronographie n'a donc pas été obtenue en utilisant un microscope électronique à balayage, mais en utilisant un microscope électronique à transmission. Et c'est le principe de la microscopie électronique à transmission qu'il fallait présenter dans cette seconde question. Alors qu'avec un microscope optique, qu'on appelle aussi un microscope photonique, c'est un faisceau de lumière, c'est-à-dire un faisceau de photons qui traverse l'échantillon, avec le microscope électronique à transmission, c'est un faisceau d'électrons qui est transmis à travers l'échantillon. Dans un microscope électronique, les électrons sont produits par un filament métallique fortement chauffé, puis ces électrons sont accélérés par une très forte tension électrique. L'échantillon destiné à être observé en microscopie électronique est placé sur un porte-objet et dans un microscope électronique, le porte-objet et l'échantillon qui le soutient sont introduits à l'intérieur d'une colonne dont le vide est très poussé. En effet, les électrons ne peuvent parcourir dans l'air que de très faibles distances car ils sont alors stoppés par les molécules de gaz qui se trouvent dans l'air. Il faut donc faire un vide très poussé dans un microscope électronique pour que les électrons puissent s'y déplacer. Et
Ce vide empêche l'observation de cellules vivantes. Les électrons forment un faisceau qui est canalisé par une série de condenseurs. Les lentilles de verre du microscope optique sont remplacées en fait dans un microscope électronique par des lentilles électromagnétiques qui dévient la trajectoire des électrons de manière à former une image très agrandie. Et comme nos yeux ne sont pas sensibles aux électrons, l'image finale est projetée sur un écran qui devient fluorescent lorsqu'il reçoit un faisceau d'électrons. L'image peut ensuite être enregistrée sous la forme d'une photographie, comme c'est le cas ici pour notre cellule X. Seules de très fines coupes peuvent être observées et le microscope électronique à transmission va permettre d'observer des détails ultrastructuraux de cellules, détails qui, je vous le disais, seraient impossibles à voir avec un microscope optique. Vous avez ici une observation de cellules sanguines en microscopie optique. On voit ici des globules rouges et un globule blanc. Et les détails ultrastructuraux de ces cellules ne sont pas visibles en microscopie optique. Le microscope optique permet d'agrandir les objets jusqu'à 2000 fois, alors que le microscope électronique permet de grossir l'objet jusqu'à 2 millions de fois avec une bien meilleure résolution. Le pouvoir de résolution, on dit aussi le pouvoir séparateur d'un microscope, définit l'aptitude du microscope à percevoir les détails. La limite de résolution d'un microscope est la plus petite distance en dessous de laquelle deux points voisins ne seront plus distingués. Et cette limite de résolution dépend de la longueur d'onde d'illumination. Or, la longueur d'onde d'un flux d'électrons est beaucoup plus faible que celle d'un flux de photons. Ainsi, la limite de résolution d'un microscope photonique classique est d'environ 0,2 micromètres, mais le microscope électronique en transmission va permettre d'atteindre une limite de résolution 1000 fois plus petite. Le microscope électronique a donc un bien meilleur pouvoir de résolution que celui du microscope optique. La préparation des échantillons pour la microscopie électronique à transmission nécessite les 6 étapes suivantes. La première étape de ce protocole est la fixation chimique qui tue les cellules sans modifier leur structure. Pour cette étape de fixation, on utilise du glutáraldéhyde qui pénètre bien dans les cellules et qui fixe de nombreuses structures, mais qui ne fixe pas les membranes, en établissant des liaisons entre les molécules. On utilise aussi pour fixer du tétroxyde d'osmium, OSO4, qui pénètre mal dans les cellules, mais qui conserve efficacement les membranes, qui fixe bien les membranes. La seconde étape est une phase de déshydratation de l'échantillon, ce que l'on réalise en plaçant l'échantillon dans un solvant organique tel que l'alcool ou l'acétone. La troisième étape est celle de l'inclusion de l'échantillon dans une résine fluide afin de pouvoir ensuite réaliser des coupes extrêmement fines de cet échantillon. La résine va englober et imprégner l'échantillon en se polymérisant. Puis, pendant la quatrième étape, on va laisser la résine durcir, si bien qu'on obtient un bloc solide contenant l'échantillon biologique. La cinquième étape consiste à couper la résine contenant l'échantillon. Et cette coupe est faite à l'aide d'un ultramicrotome, qui est un couteau de verre ou de diamant. Voilà ici une représentation de cet ultramicrotome. Et cette étape permet l'obtention de coupes ultra fines. Vous avez les coupes qui sont représentées ici en mauve. Et ces coupes ont entre 50 et 100 nanomètres d'épaisseur. Je vous rappelle qu'un nanomètre représente un millième de micromètre. Et ces coupes ultra fines vont être ensuite récupérées sur une petite grille métallique qui est représentée ici, par exemple une petite grille en cuivre. La sixième étape consiste à tremper ces coupes dans des sels de métaux lourds tels que par exemple du citrate de plomb ou de l'acétate d'uranyle. L'acétate d'uranyle contient des ions uranyle qui sont des ions qui dérivent des atomes d'uranium.
les ions de ces sels de métaux lourds vont se lier aux atomes majoritaires de la matière vivante, c'est-à-dire hydrogène, oxygène, carbone et azote. Et ces ions des sels de métaux lourds vont rendre les atomes de la matière vivante plus opaques aux électrons, ce qui permet d'augmenter le contraste. On réalise ici une imprégnation positive de l'échantillon, qui est en fait une technique de renforcement du contraste pour des échantillons qui sont au départ transparents aux électrons. Et je vous parlerai dans une autre vidéo d'une technique d'imprégnation négative où sur l'électronographie, l'échantillon va apparaître blanc sur fond sombre, ce qui n'est pas le cas dans la photographie de la cellule X. Donc ici on est en imprégnation positive pour notre cellule X. Les coupes ultra fines qu'on a obtenues sont déposées donc sur des petites grilles en métal. Ces coupes ont donc été contrastées par les sels de métaux lourds et ces coupes ultra fines vont être observées ensuite avec le microscope électronique à transmission. Dans la troisième question, je vous demandais d'exploiter la photo de la cellule X, de reconnaître ces différents éléments ultrastructuraux et d'exposer les fonctions respectives de ces éléments. Je vais vous présenter la réponse à cette troisième question. On peut observer ici une seule cellule, on l'a dit, d'une douzaine de micromètres de diamètre. Pensez toujours à utiliser l'indice micrométrique pour pouvoir mesurer les éléments observés. Comme toute cellule, cette cellule X est limitée par une membrane. Membrane qu'on va appeler la membrane cytoplasmique ou plus simplement la membrane plasmique. Et cette membrane va séparer le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire. Le milieu intracellulaire de cette cellule est constitué lui-même par deux grands compartiments. Un premier compartiment est appelé le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est tout le volume de la cellule à l'exclusion du noyau ici de cette cellule. Le cytoplasme présente une phase liquide qu'on appelle le cytosol, solution du cytoplasme. Cette cellule X contient un noyau et ce noyau va former un autre compartiment qu'on appelle le nucléoplasme. Donc ici, le volume de cette cellule est constitué par deux grands compartiments, le cytoplasme périphérique ici et le nucléoplasme central. Notons que cette cellule contient aussi divers systèmes membranaires présents dans le cytoplasme. Et comme cette cellule contient un noyau et qu'elle contient des membranes intracellulaires, on peut dire qu'il s'agit d'une cellule non pas prokaryote, il ne s'agit pas d'une bactérie, mais d'une cellule eucaryote, qui est une cellule avec un noyau et avec un système de membranes intracellulaires. L'absence de parois pectocellulosiques recouvrant la membrane plasmique, le profil très sinueux de cette membrane plasmique, la forme arrondie de cette cellule X et sa taille, nous l'avons vu, d'environ une douzaine de micromètres de diamètre, permettent de dire qu'il s'agit d'une cellule animale. Et je vous avais effectivement dit au début de cette vidéo que cette cellule X avait été prélevée dans le sang d'une souris. La souris est un organisme eucaryote, animal, pluricellulaire, c'est-à-dire un métazoaire, et plus précisément, la souris fait partie d'un groupe qu'on appelle le groupe des mammifères. Le milieu dans lequel vit cette cellule X, puisque cette cellule est une cellule sanguine, est le plasma sanguin. Notons que dans cette cellule X, certains éléments sont limités par deux membranes. C'est le cas du noyau ici au centre et c'est le cas aussi de ces éléments qu'on va tout à l'heure identifier. Notons que dans cette cellule X, d'autres éléments sont limités par une seule membrane. Par exemple, vous voyez, cet élément est limité par une seule membrane. Par exemple, ces vésicules là, limitées par une seule membrane, ces éléments également par une seule membrane. Et puis d'autres éléments encore de cette cellule sont dépourvus de membrane, aussi bien dans le cytoplasme que dans le nucléoplasme. Par exemple, dans le cytoplasme, ces petites granulations noires, eh bien, sont non limitées par une membrane. C'est le cas aussi de ces deux éléments qui sont non limités par une membrane. Et puis dans le noyau,
on a des masses de substances ici denses aux électrons, et on voit là encore qu'il n'y a pas de limitation membranaire. Le noyau de cette cellule est un noyau de grande taille et il a une forme bilobée, il forme deux lobes. L'enveloppe nucléaire qui sépare le nucléoplasme du cytoplasme est formée par deux membranes. La membrane nucléaire externe qui est du côté du cytoplasme et la membrane nucléaire interne qui est du côté du nucléoplasme. Et ces deux membranes sont séparées par un mince espace ici qui apparaît clair. Ce mince espace, on l'appelle espace périnucléaire. Cette cellule contient un noyau qui est parfaitement délimité, parfaitement structuré. Cette cellule est donc en interphase et non pas en mitose, parce que le noyau de la cellule eucaryote, qui est présent en interphase, va se désorganiser et disparaître lorsque la cellule subit une mitose. Comme le noyau occupe l'essentiel ici du volume cellulaire, on dit que le rapport nucléocytoplasmique est élevé pour cette cellule. Le rapport nucléocytoplasmique, c'est le rapport de volume entre le nucléoplasme et le cytoplasme. C'est le rapport, si vous voulez, volume nucléaire sur volume cytoplasmique. Quand une cellule subit les phases de croissance qui précèdent la mitose, c'est-à-dire lorsqu'une cellule subit les phases G1 puis G2 du cycle cellulaire, ce rapport nucléocytoplasmique va avoir tendance à diminuer de façon très importante parce que le volume du cytoplasme va augmenter au cours de ces phases de croissance alors que le volume du noyau reste inchangé. Ici, comme le rapport nucléocytoplasmique est élevé, on peut dire que cette cellule n'a pas subi les phases G1 ou les phases G2 du cycle cellulaire. Cette cellule X au rapport nucléocytoplasmique élevé est donc soit au début de la phase G1 ou elle est peut-être hors du cycle, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus se diviser. On dit alors qu'elle est en phase G0. Et comme cette cellule est une cellule qui est peu différenciée, que c'est une cellule qui est extraite d'un embryon, on peut penser en fait que cette cellule est capable de division. En fait, cette cellule X est en début de phase G1 du cycle cellulaire. Le nucléoplasme est la partie de la cellule eucaryote entourée par l'enveloppe nucléaire. Le nucléoplasme contient des masses de chromatine denses aux électrons, c'est-à-dire une chromatine très contrastée en microscopie électronique, présente par exemple ici, ici encore. Cette chromatine est appelée l'hétérochromatine. Et le nucléoplasme contient aussi des zones de chromatine plus claires, ici, donc moins contrastées en microscopie électronique, formant ce que l'on appelle l'euchromatine. La chromatine est une substance formée d'ADN et de protéines associées, essentiellement des protéines histones. L'euchromatine est une chromatine décondensée qui permet aux gènes qu'elle contient d'être transcrits et donc d'être exprimés. Par contre, l'hétérochromatine, qui est présente notamment en périphérie du noyau et on trouve aussi dans des parties centrales du nucléoplasme, cette hétérochromatine est une chromatine condensée, compacte, qui ne permet pas aux gènes qu'elle contient d'être transcrits. On dit qu'elle est inactive, alors que l'euchromatine est une chromatine active. On repère ici, dans le noyau de cette cellule X, beaucoup de chromatine claire, ce qui laisse penser que cette cellule est très active sur le plan transcriptionnel. L'abondance de chromatine, de vraie chromatine, de la véritable chromatine, si vous voulez, par rapport à l'hétérochromatine, par rapport à la chromatine condensée, est aussi une caractéristique de cellules indifférenciées. Observons maintenant la zone numéro 1, qui est une zone de détail provenant de la partie supérieure de la photographie d'ensemble de la cellule X. Dans cette photo de détail, ici on repère la membrane plasmique et ici les deux membranes du noyau. On peut repérer dans le cytoplasme
de petites particules noires qui ont une taille d'environ 20 nanomètres de diamètre, et ces particules sont très nombreuses et dispersées dans tout le cytoplasme. Ces particules sont appelées des ribosomes. Les ribosomes sont des complexes moléculaires composés de protéines ribosomales et d'ARN ribosomaux. Les ribosomes ne sont pas limités par une membrane. Leur fonction est de synthétiser les protéines en traduisant l'information contenue dans l'ARN messager. C'est-à-dire que les ribosomes vont permettre la synthèse de protéines à partir de leur plan de fabrication que constituent les ARN messagers. Lorsque la traduction est active, plusieurs ribosomes peuvent être associés simultanément à un même ARN messager, ce qui va amplifier le processus de traduction, puisqu'on aura ainsi la synthèse de nombreux exemplaires d'une même protéine. Ce chapelet de ribosomes traduisant ensemble un même ARN messager est appelé un polyribosome, ou on dit plus simplement un polysome. Et on repère ici dans le cytoplasme de nombreux polysomes, ce qui montre que cette cellule est très active sur le plan des synthèses protéiques. Les protéines qui sont synthétisées par les ribosomes libres sont des protéines qui vont rester dans le cytoplasme ou qui vont passer par exemple dans le noyau, mais ces protéines ne seront ni emballées ni transportées à l'intérieur de vésicules membranaires. On pouvait aussi repérer de petits sacs aplatis dont la membrane est recouverte de ribosomes. Ces saccules couverts de ribosomes constituent le réticulum. Réticulum, ça veut dire un réseau endoplasmique, puisqu'il est présent à l'intérieur du cytoplasme, rugueux, parce qu'il porte des ribosomes. Et j'utiliserai par la suite le sigle RER pour nommer ce réticulum endoplasmique rugueux. Notons que le RER est aussi appelé le réticulum endoplasmique granuleux, on dit aussi granulaire. Et on voit ici que les ribosomes sont liés à la face cytosolique du RER. Ces ribosomes, qui sont liés à la membrane du RER, sont engagés non seulement dans la synthèse de certaines protéines qui seront ensuite transférées dans la cavité du RER. Cette cavité, on l'appelle la lumière du RER, on dit aussi la citerne du RER. Ces ribosomes liés à la membrane du RER vont permettre la synthèse de protéines destinées par exemple à être sécrétées par exocytose, c'est-à-dire libérées dans le milieu extracellulaire sans jamais avoir été libres dans le cytoplasme. Notons qu'on peut également repérer des ribosomes qui sont liés à la membrane externe de l'enveloppe nucléaire. En effet, cette membrane nucléaire externe est en fait en continuité avec le réseau membranaire formé par le RER. On peut aussi repérer des mitochondries. En voilà par exemple ici une, on en a quelques-unes visibles sur ce détail. Les mitochondries sont des organites d'environ 1 micromètre de diamètre, et on le voit ici, ces mitochondries sont délimitées par deux membranes, une membrane mitochondriale externe et une membrane mitochondriale interne, laquelle forme des expansions, des prolongements qu'on appelle les crêtes mitochondriales. Les deux membranes de la mitochondrie vont délimiter un mince espace intermembranaire qu'on appelle l'espace intermembranaire mitochondrial. La membrane interne délimite un compartiment plus vaste qu'on appelle la matrice mitochondriale. Les mitochondries constituent les centrales énergétiques de la cellule. Elles sont en effet le siège des réactions biochimiques de la respiration cellulaire, c'est-à-dire des réactions qui consomment du dioxygène, rejettent du dioxyde de carbone et de l'eau, et qui assurent l'essentiel de la production d'ATP nécessaire au fonctionnement cellulaire. L'ATP est une molécule énergétique ubiquitaire. C'est un nucléotide dont l'hydrolyse en ADP va fournir l'énergie utilisée dans un très grand nombre de processus cellulaires, comme par exemple les réactions de synthèse, les transports actifs d'ions à travers les membranes, mais aussi par exemple les mouvements cellulaires. On repère ici
un assez grand nombre de mitochondries, et ces mitochondries sont pourvues d'un nombre important de crêtes, ce qui laisse penser que ces mitochondries sont très actives et que la cellule elle-même est très active puisqu'elle produit beaucoup d'ATP, et donc cette cellule doit aussi consommer beaucoup d'ATP. Cette cellule est active sur le plan métabolique. Observons maintenant de façon attentive la zone numéro 2 qui correspondait à un détail de la partie inférieure de cette cellule X. On peut mieux voir ici l'enveloppe nucléaire qui est composée de ces deux membranes, et vous noterez la présence d'amas d'hétérochromatine juste sous la membrane nucléaire interne. Vous remarquerez également que cette hétérochromatine périphérique est périodiquement interrompue au niveau de zones où l'enveloppe nucléaire disparaît. Ces zones correspondent aux pores nucléaires, lesquels permettent la réalisation d'échanges contrôlés entre le cytoplasme et le nucléoplasme. Ainsi, les protéines histones qui sont synthétisées par les ribosomes libres du cytoplasme vont passer par les pores nucléaires pour entrer dans le nucléoplasme et s'associer par exemple à l'ADN lors de la production de la chromatine, par exemple lors de la phase S du cycle cellulaire. Les ARN messagers, qui sont les plans de fabrication des protéines et qui sont donc issus de la transcription de gènes, la transcription étant un processus qui a lieu dans le noyau, ces ARN messagers sont donc synthétisés à l'intérieur du noyau et ils vont ensuite sortir par les pores nucléaires pour rejoindre le cytoplasme, où ils seront traduits par les ribosomes, soit par les ribosomes libres, soit par les ribosomes liés au RER1. Sur la photographie d'ensemble, où la cellule X apparaît dans son intégralité, on observe la présence d'un très grand nombre de pores nucléaires. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il y a interruption de l'enveloppe et où il y a aussi une absence d'hétérochromatine sous l'enveloppe. Et comme il y a ici un grand nombre de pores, ceci indique que la cellule X réalise d'importants échanges entre le nucléoplasme et le cytoplasme, et cette cellule X est donc le siège d'une importante activité de synthèse protéique, cette forte activité de synthèse étant permise aussi par la grande quantité d'ATP que produisent ces nombreuses mitochondries. Revenons sur la photo de détail de la zone numéro 2. On peut y repérer un empilement de saccules membranaires entourés de vésicules, mais dont les membranes ne sont pas recouvertes ici de ribosomes. Cet élément est un dictyosome de l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi va recevoir par voie vésiculaire les protéines qui ont été synthétisées par les ribosomes liés au RER, et puis ces protéines vont ensuite passer du RER à l'appareil de Golgi par une voie vésiculaire. Ces protéines vont subir ensuite dans l'appareil de Golgi une série de transformations, puis ces protéines vont aboutir dans des vésicules qui sont destinées soit à la sécrétion et au renouvellement de la membrane plasmique, soit à la formation d'éléments qu'on appelle les lysosomes, qu'on va voir dans un instant. L'appareil de Golgi est un lieu de maturation post-traductionnelle des protéines, et il constitue aussi un centre de tri de ces protéines afin qu'elles parviennent chacune à leur destination spécifique. Vous avez peut-être repéré aussi, près du noyau, une paire d'éléments à forme circulaire mais non délimités par une membrane. Il s'agit d'une paire de centrioles formant une structure qu'on appelle le centrosome. Un centrosome est formé par deux centrioles. Le centrosome se compose en fait d'une paire
de petits cylindres creux, chacun étant appelé un centriole, et ces deux petits cylindres creux sont perpendiculaires l'un à l'autre et ils sont entourés par un nuage de matériel amorphe qu'on appelle le matériel péricentriolaire. Le centrosome joue dans la cellule le rôle d'un centre organisateur des microtubules. Il est le point de départ de la polymérisation des protéines de type tubuline pour former les microtubules qui sont un des éléments du cytosquelette. On observe dans cette cellule un seul centrosome formé de ces deux centrioles. Donc la cellule est bien ici en phase G1 du cycle cellulaire car le centrosome va se dupliquer au cours des phases G1 et S du cycle cellulaire. Le centrosome formera ainsi deux centrosomes en phase G2 et ces deux centrosomes migreront vers les deux pôles de la cellule pour former les deux centrosomes situés aux deux pôles de la cellule en phase de mitose. Et c'est à partir de ces deux centrosomes de la cellule mitotique que se mettra en place le fuseau de division, le fuseau mitotique, sur lequel se déplaceront les chromosomes. Dans les cellules végétales, le centrosome ne comprend pas de centriole, ce qui est un nouvel argument pour dire que cette cellule X est une cellule animale et non pas une cellule végétale. Dans la cellule végétale, les microtubules s'organisent de la même manière, mais à partir de ce qu'on appellera un centre organisateur qui est morphologiquement moins bien défini que le centrosome des cellules animales. On pouvait également identifier un lysosome primaire, c'est-à-dire une vésicule qui est limitée là encore par une seule membrane et dont le contenu est très dense. Le lysosome primaire contient des hydrolases acides, c'est-à-dire des enzymes qui ont une action hydrolytique et qui vont agir préférentiellement à pH acide. Et l'intérieur de ces lysosomes primaires est un compartiment acide permettant à ces enzymes d'agir. Le rôle des lysosomes est de permettre la digestion intracellulaire. Ces lysosomes au contenu très dense sont appelés des lysosomes primaires et leurs enzymes n'ont pas encore été utilisées pour digérer, décomposer. Je vous parlerai tout à l'heure de ce qu'on appelle un lysosome secondaire. Puis on pouvait noter également, observer aussi, cette vésicule au contenu hétérogène qui est une vésicule de phagocytose qu'on appelle un phagosome, et cette vésicule contient des particules qui ont été phagocytées, c'est-à-dire qui ont été en quelque sorte avalées par la cellule. Alors je voulais vous rappeler ici par ce schéma le processus de phagocytose. Le processus d'endocytose spécifique de grosses particules de taille supérieure au demi-micron est appelé la phagocytose. Et les particules qui vont être phagocytées peuvent être des bactéries, des débris cellulaires ou des macromolécules. La phagocytose est réalisée en fait par certaines cellules que l'on regroupe sous la dénomination générale de phagocytes. Au contact de la particule à ingérer, par exemple ici d'une bactérie représentée en vert, le phagocyte va émettre des prolongements membranaires qu'on appelle des pseudopodes, et qui vont complètement envelopper la particule à l'intérieur d'une vésicule close appelée le phagosome. Puis le phagosome va fusionner ensuite avec un lysosome primaire pour former un phagolysosome qui est en fait un lysosome secondaire. Et les particules ingérées seront ainsi digérées dans le phagolysosome par les hydrolases acides du lysosome primaire. Le phagocyte va ensuite éliminer par exocytose des résidus et des produits non digérés qui sont sécrétés dans le milieu extracellulaire. Revenons maintenant à la photographie d'ensemble de la cellule X. Nous y avons décrit différents compartiments limités par des membranes. La membrane plasmique sépare deux compartiments, le compartiment
intracellulaire que constitue cette cellule et le compartiment extracellulaire que constitue ici le plasma pour une cellule sanguine. L'enveloppe nucléaire sépare le compartiment cytoplasmique du compartiment nucléoplasmique et ces deux compartiments peuvent échanger de façon contrôlée des molécules par l'intermédiaire des pores nucléaires. Et les deux membranes de l'enveloppe nucléaire délimitent entre elles un espace périnucléaire ici. Le réticulum endoplasmique rugueux, le Golgi et les lysosomes primaires sont des organites délimités par une membrane et formant d'autres compartiments de la cellule. Et ces compartiments sont chimiquement différents les uns des autres. Ainsi, nous avons vu que le compartiment lysosomal était un compartiment acide, c'est-à-dire riche en protons. Nous avons vu que le compartiment lysosomal contenait des hydrolases, qui sont des enzymes digestives impliquées dans la digestion intracellulaire. Les mitochondries sont des organites dont les deux membranes délimitent deux compartiments. Un mince espace intermembranaire qui est enrichi en protons et une matrice qui contient un mélange très concentré de centaines d'enzymes différentes, des enzymes principalement impliquées dans la dégradation des acides gras et dans la dégradation du pyruvate. Nous avons vu que certains éléments de cette cellule ne sont pas délimités par des membranes. C'est le cas des ribosomes, toutes ces particules présentes dans le cytoplasme, et c'était également le cas du centrosome, c'est-à-dire des deux centrioles, qui ne sont pas donc considérés comme des organites. Ribosomes et centrosomes ne sont pas considérés comme des organites, car un organite est défini comme un élément de la cellule délimité au moins par une membrane. Ainsi, la compartimentation de la cellule eucaryote lui permet de disposer d'un ensemble d'environnements différents permettant la spécialisation fonctionnelle de ces organites. Et nous verrons dans de prochaines vidéos qu'il existe aussi une complémentarité fonctionnelle entre les différents organites au sein d'une même cellule eucaryote. En exploitant cette photographie de cellule, on peut aussi essayer de donner un nom à la cellule X. En effet, elle a été prélevée dans le sang, ce qui explique que cette cellule n'est pas en contact membranaire avec d'autres cellules, comme ce serait le cas par exemple dans un tissu solide, comme par exemple dans un tissu musculaire. Le sang est en effet un tissu particulier parce que c'est un tissu liquide qui est constitué par du plasma dans lequel sont présents des cellules. Il existe trois grands types de cellules dans le sang des mammifères. On préfère d'ailleurs appeler ces éléments les trois grands types d'éléments figurés du sang parce que certains de ces éléments figurés du sang ne sont plus vraiment des cellules. Parmi les trois types d'éléments figurés du sang, on trouve d'une part les globules blancs, qu'on appelle aussi les leucocytes. Les globules blancs sont de vraies cellules avec des organites et un noyau et ils assurent une fonction de défense, une fonction dite immunitaire. Les globules rouges sont les plus nombreux des éléments figurés du sang. Les globules rouges sont aussi appelés les hématies ou les érythrocytes. Les globules rouges sont des cellules qui, au cours de leur formation, ont perdu leur noyau et leurs organites. Les globules rouges ont pour fonction principale de transporter le dioxygène grâce à l'hémoglobine qu'ils contiennent. Le troisième type d'éléments figurés du sang est constitué par les plaquettes sanguines, qu'on appelle aussi les thrombocytes. Les plaquettes ne sont pas des cellules, mais ce sont des fragments cytoplasmiques de grandes cellules qu'on appelle les mégakaryocytes. Et les mégakaryocytes se sont morcelés chacun en milliers de plaquettes. Les plaquettes jouent un rôle important dans la coagulation sanguine. La cellule sanguine X observée ici est une cellule pourvue d'un noyau et il s'agit d'une cellule entière et non pas d'un fragment de cellule. Cette cellule n'est donc ni un globule rouge ni une plaquette. Cette cellule X du sang est par conséquent un globule blanc ou un leucocyte.
Et cette cellule X est capable de phagocytose, comme en atteste la présence du phagosome observé tout à l'heure dans son cytoplasme. Nous avons vu que les cellules qu'on regroupe sous la dénomination générale de phagocytes sont les cellules capables de phagocytose. Donc cette cellule X est aussi un phagocyte. Les leucocytes sont en effet des phagocytes qui jouent un rôle important dans la protection contre les infections. Les leucocytes sont des cellules immunitaires capables de phagocyter des microbes tels que des bactéries. En résumé, la cellule X était donc un leucocyte présent dans le sang, et parce qu'elle est capable de phagocytose, on peut aussi la qualifier de phagocyte. Passons maintenant à la quatrième question. Et pour vérifier que vous êtes maintenant capable de reconnaître les différents éléments structuraux des cellules, je vous propose de travailler sur la photographie d'une cellule Y. La cellule Y qui sera étudiée ici est une cellule qu'on appelle un monocyte. Sur la photographie, ici à droite, c'est une photographie de frottis sanguin qui a été observée en microscopie optique. Et on reconnaît de nombreux globules rouges. Et la cellule ici au centre, c'est la cellule Y sur laquelle on va travailler dans cette quatrième question. Cette cellule Y, c'est un globule blanc et plus précisément un monocyte. Et la photographie de droite est aussi une photographie de la cellule Y. Et la quatrième question vous demande d'exploiter cette photographie de droite. Interrompez là encore la lecture de la vidéo et prenez le temps de bien observer cette photographie de droite afin de reconnaître les différents éléments constitutifs de cette cellule Y, c'est-à-dire de ce monocyte. Je vais maintenant vous montrer les deux dernières photographies de cette vidéo. Ce sont deux photographies d'un même type cellulaire que j'appellerai le type cellulaire Z, la cellule Z. Et vous devrez cette fois identifier cette cellule Z. Dans cette cinquième question, je vous demande d'exploiter ces deux photographies d'une cellule Z. Je demande aussi de déterminer quelle est cette cellule Z. Et je vous demande aussi de trouver quel est le rapport entre cette cellule Z et la cellule Y qu'on a observée tout à l'heure, c'est-à-dire le monocyte que nous avons observé. Voici les deux photos de la cellule Z à analyser. Dans l'analyse d'une photo de cellule, il est important d'examiner les structures observées, mais aussi de savoir présenter la carte d'identité de la cellule identifiée, c'est-à-dire d'être capable de donner son nom, sa taille, son origine, son lieu de travail, sa profession. Et nous aurons ainsi l'occasion, dans de prochaines vidéos, d'identifier diverses cellules à partir de leur observation, et cette identification sera à chaque fois suivie de la présentation de la carte d'identité de ces cellules. Je vous demande donc de présenter la carte d'identité de cette cellule Z, mais aussi la carte d'identité du monocyte que nous avons observé lors de la question précédente. Et d'après vous, pourquoi est-ce que je vous présente cette cellule Z juste après avoir abordé le monocyte? Quel lien existe-t-il entre ces deux cellules, le monocyte et la cellule Z ici? Et pour que vous puissiez mieux voir les détails de ces deux photographies, je vous propose de les regarder maintenant de façon séparée. Voici la première de ces deux photographies. Interrompez ici la lecture de la vidéo et prenez le temps de bien étudier cette photo de la cellule Z. Essayez de réaliser un schéma légendé de cette cellule et vous pouvez accompagner ce schéma de quelques commentaires. Voici la seconde photographie de ce même type cellulaire Z. Là encore, interrompez la lecture de la vidéo pour avoir le temps de bien examiner les détails ultrastructuraux de cette cellule Z. Vous pouvez prendre le temps de réaliser un schéma légendé de cette cellule, ce qui vous obligera à mieux observer et à bien délimiter les éléments que vous reconnaissez. On peut d'ailleurs, à partir d'une photo telle que celle-ci, utiliser un calque afin de redessiner les principaux éléments cellulaires identifiés, ce qui permet la réalisation d'un schéma légendé précis d'une cellule donnée. Et
Je vous montrerai tout à l'heure dans la partie correction un schéma légendé de cette cellule que j'ai obtenu en utilisant un calque. Essayer de réaliser un tel schéma constitue un excellent entraînement à l'étude de photographie de cellules. D'après vos observations de ces deux photos et en utilisant vos connaissances, déterminez quelle est cette cellule Z, puis présentez les caractéristiques de cette cellule que vous aurez reconnue. Quand vous aurez suffisamment observé et réfléchi sur ces deux photos, vous pourrez relancer cette vidéo pour découvrir les réponses aux 4e et 5e questions. Vous allez pouvoir d'abord vérifier les réponses que vous avez données à la 4e question, dans laquelle je vous demandais d'exploiter la photographie de la cellule Y. Je vous rappelle que la cellule Y est un monocyte. Il s'agit à nouveau ici d'une électronographie obtenue en utilisant un microscope électronique à transmission. Cette cellule Y a un diamètre d'environ 10 micromètres. Le noyau de cette cellule occupe une grande partie du volume cellulaire, donc le rapport nucléocytoplasmique est élevé. Le grand noyau de cette cellule, dont je délimite ici les contours, a une forme bilobée et vous voyez que ce noyau présente en effet une indentation profonde qui est proche du centre de la cellule. Le noyau est délimité par une enveloppe nucléaire dont on peut repérer les deux membranes qui la constituent, c'est-à-dire la membrane nucléaire externe qui est exposée au cytoplasme et la membrane nucléaire interne qui est exposée au nucléoplasme. Ce noyau est riche en euchromatine, c'est-à-dire en chromatine claire, la chromatine active, celle qui est la plus décondensée. On pouvait également repérer la présence d'hétérochromatine, c'est-à-dire de chromatine dense, compacte, inactive. Et on peut voir ici que cette hétérochromatine est essentiellement présente sous l'enveloppe nucléaire. Par contre, l'hétérochromatine est absente au niveau des pores nucléaires. Et donc on pouvait repérer ici les pores nucléaires qui correspondent à une interruption de l'enveloppe nucléaire. On peut également identifier 4 types d'éléments présents dans le cytoplasme de cette cellule Y. On peut ainsi facilement repérer de nombreux lysosomes primaires dont le contenu est très dense et les ronds verts que j'ai fait apparaître ici sur la photographie vous permettent de repérer l'emplacement de ces lysosomes primaires. De même, les ovales orange qui apparaissent maintenant sur la photographie vous permettent de repérer l'emplacement de 2 mitochondries. Près du noyau se trouve aussi un des 2 centrioles du centrosome et le rond rouge qui apparaît maintenant sur votre écran vous aide à repérer ce centriole ainsi que le matériel péricentriolaire qui l'entoure. Le cytoplasme contient aussi des ribosomes libres, ce sont ces petites particules noires que vous voyez ici en grand nombre dans le cytoplasme. Et le cytoplasme contient aussi des ribosomes qui sont liés aux membranes du RER, c'est-à-dire du réticulum endoplasmique rugueux. Et le rond bleu qui apparaît maintenant sur votre écran permet de repérer un des saccules du RER recouvert de ribosomes. Dans votre analyse de cette photographie, vous pouvez reprendre pour chacun des éléments identifiés les commentaires que j'ai exposés tout à l'heure dans les réponses à la 3e question. Vous allez maintenant pouvoir vérifier les réponses que vous avez données pour la 5e et dernière question de cette vidéo. Dans cette question, je vous demandais d'exploiter ces 2 photographies de la cellule Z, d'identifier cette cellule Z et de déterminer la relation entre cette cellule Z et la cellule Y, c'est-à-dire le monocyte. Ces 2 photographies sont là encore des électronographies obtenues en utilisant un microscope électronique à transmission. Ces cellules Z ont un diamètre d'environ 15 microns et sont donc un peu plus grandes que le monocyte que nous venons d'observer. Ces cellules Z sont notamment caractérisées par une membrane plasmique extrêmement contournée formant de très nombreux pseudopodes, dont on peut repérer ici l'emplacement, voilà ici d'autres pseudopodes. Une autre caractéristique étonnante de ces cellules est leur cytoplasme
particulièrement riche en vésicules au contenu plus ou moins hétérogène. Vous voyez, des vésicules avec contenu très noir ou des vésicules qui ont un contenu beaucoup plus clair. Nous allons étudier séparément ces deux photographies, mais je vous rappelle qu'elles correspondent à un même type cellulaire. Voici la première des deux photographies de la cellule Z. Cette cellule possède un gros noyau qui est particulièrement riche en chromatine claire, en E-chromatine. L'hétérochromatine est essentiellement présente sous l'enveloppe nucléaire et elle est absente au niveau des pores nucléaires. La membrane plasmique, très contournée de cette cellule, forme des pseudopodes qui englobent ces éléments à forme cylindrique et noire, qui sont en fait des bactéries. Et plus précisément, des bactéries en forme de bâtonnet sont appelées des bacilles. Donc la cellule Z est une cellule qui est spécialisée dans la phagocytose. Il s'agit d'un phagocyte extrêmement actif et il fallait repérer justement ces bactéries qui étaient phagocytées par cette cellule. On peut repérer par exemple ici, dans le cytoplasme, un phagosome contenant une bactérie qui a donc été capturée par la cellule. Et vous voyez qu'il y a plusieurs bactéries qui ont été capturées par cette même cellule. Et je vous rappelle que la fusion d'un lysosome primaire avec un phagosome contenant la bactérie va conduire à la formation d'un phagolysosome dans lequel la bactérie sera digérée par les enzymes lysosomiales. Cette cellule est donc capable de phagocyter et de détruire des bacilles. Voici maintenant la seconde photographie de la cellule Z. Cette cellule Z possède un petit noyau dont je vous retrace ici les contours, qui est un petit noyau excentré qui contient de l'euchromatine ainsi que quelques amas d'hétérochromatine. Et il n'était pas facile de repérer le noyau de cette cellule parce que le noyau est ici de petite taille. Il n'était pas facile non plus de repérer dans le cytoplasme les mitochondries. Vous en avez par exemple une ici, vous en aviez une autre par exemple ici. On pouvait aussi repérer dans le cytoplasme quelques membranes recouvertes de ribosomes, comme par exemple ici, ou par exemple ici, encore ici, ici. Ce sont les membranes du réticulum endoplasmique rugueux. Mais en fait, la plus grande partie du cytoplasme contient un grand nombre de phagosomes ou de phagolysosomes, révélant l'intense activité de phagocytose de cette cellule Z. On voit par exemple ici une bactérie en forme de bâtonnet, c'est-à-dire un bacille, et ce bacille intact est présent dans un phagosome. La cellule Z vient de capturer ce bacille par phagocytose et on peut repérer que cette cellule Z en a capturé un grand nombre. On peut repérer ici une bactérie en voie de digestion à l'intérieur d'un phagolysosome. Notez surtout la présence dans la partie gauche du cytoplasme de cette cellule d'un phagolysosome particulièrement grand, clair, très hétérogène, et je vous retrace ici les contours de cet énorme phagolysosome. En fait, ce phagolysosome de plusieurs micromètres de diamètre contient de nombreuses bactéries, bactéries encore intactes ou bactéries en cours de digestion. Cette cellule en fait contient un grand nombre de phagolysosomes et certains de ces phagolysosomes ont fusionné entre eux pour former ce phagolysosome de très grande taille. Le phagolysosome clair et de dimension normale que je vous pointe ici contient une bactérie digérée, ce qui est d'ailleurs aussi le cas du grand phagolysosome, vous voyez, qui contient aussi des bactéries qui sont ici digérées. On pouvait également repérer le corps résiduel ici, qui a un contenu également très hétérogène et qui contient en fait les résidus de la digestion lysosomiale de la bactérie. De même, je vous pointe ici une zone qui correspond à la zone de rejet des débris microbiens, ces rejets étant expulsés de la cellule par un processus d'exocytose. Et on pouvait à partir de cette micrographie et
comme je vous l'annonçais tout à l'heure à l'aide d'un calque, redessiner les contours de cette cellule Z et de ses constituants. Et en utilisant un calque, voici le schéma que j'ai obtenu et qu'on va légender ici ensemble. On pouvait ainsi légender le noyau, dont j'ai représenté ici en noir l'hétérochromatine. J'ai représenté ici l'enveloppe nucléaire par un seul trait épais, mais je vous rappelle que ce sont en fait deux membranes qui constituent l'enveloppe nucléaire. On pouvait aussi représenter et légender les deux mitochondries que je vous avais repérées tout à l'heure, et dont j'ai représenté ici la double membrane, et notamment les crêtes que forme la membrane interne. Les membranes du réticulum endoplasmique rugueux ont été également représentées, par exemple ici ou ici. De même, la membrane plasmique de la cellule, formant de très nombreux pseudopodes, a été illustrée, et ces pseudopodes, ces expansions de la cellule, vont permettre à la cellule de capturer des bactéries par phagocytose. La bactérie, qui est visible ici, est présente dans un phagosome et elle est encore intacte. Le trait le plus interne que j'ai représenté ici représente la paroi et la membrane bactérienne, et le trait le plus externe représente en fait la membrane du phagosome. La digestion ici de ce bacille n'a pas encore commencé. J'ai retracé ici aussi les contours de cet énorme phagolysosome que je vous avais tout à l'heure repéré. Et cet énorme phagolysosome contient, on le voit, des bactéries qui sont soit des bactéries encore intactes, soit des bactéries en cours de digestion. J'ai représenté ces bactéries avec des pointillés. Un phagolysosome ou lysosome secondaire de taille normale, c'est-à-dire de taille micrométrique, légendé ici, contient ici une seule bactérie qui est en cours de digestion par les enzymes hydrolytiques du lysosome primaire qui a fusionné avec le phagosome. J'ai représenté ici en pointillé la bactérie en cours de digestion, et l'autre trait externe continu représente la membrane du phagolysosome. Puis, on pouvait légender les vésicules plus claires telles que celle-ci, dans laquelle la bactérie est digérée. Et puis, les résidus de la digestion sont présents dans les corps résiduels tels que celui-ci, que j'ai représenté, et les débris microbiens sont rejetés dans le milieu extracellulaire par exocytose. Cette cellule Z, d'assez grande taille, est très riche en lysosomes actifs, c'est-à-dire en lysosomes secondaires. Elle est donc ici en très intense activité phagocytaire. Et lorsqu'elle n'est pas en activité phagocytaire, son cytoplasme contient en fait de nombreux lysosomes primaires qui conduiront à la formation de phagolysosomes lorsque la cellule est en activité phagocytaire. Cette cellule est en quelque sorte un gros mangeur, par exemple ici, un mangeur de bactéries, un mangeur de bacilles. Cette cellule Z est appelée un macrophage, un terme qui provient du grec, car makros signifie grand, et phagein est le verbe en grec qui signifie manger. Le terme macrophage signifie donc un gros mangeur. Présentons maintenant la carte d'identité du macrophage. Un macrophage est une cellule d'origine sanguine qui provient de la transformation d'un monocyte. J'y reviendrai tout à l'heure. Le macrophage ne se divise pas. Sa durée de vie est de quelques semaines à quelques mois. Le macrophage est localisé dans les tissus, notamment dans les tissus pouvant être soumis à des infections ou à une accumulation de débris à éliminer. Les macrophages sont attirés vers le lieu d'une inflammation ou d'une infection par un processus de chimiotactisme, c'est-à-dire que leur migration est orientée par un gradient de substances chimiques dites des substances chimiotactiques.
Les macrophages sont d'assez grandes cellules, de quelques dizaines de micromètres de diamètre. Elles sont riches en lysosomes et elles sont pourvues d'une activité phagocytaire. Ce sont donc des phagocytes. Les macrophages sont capables d'avaler, par phagocytose, divers éléments tels que des bactéries, nous l'avons vu, mais aussi d'autres éléments tels que des débris de cellules mortes. Le macrophage est un acteur de l'immunité inné ou naturel, puisqu'il est capable de phagocyter des éléments étrangers de manière non spécifique, mais on verra qu'il est aussi un acteur essentiel de l'immunité acquise ou adaptative, parce qu'il est aussi une cellule présentatrice d'antigènes. En effet, le macrophage est un acteur essentiel de l'immunité adaptative, de l'immunité acquise, qu'on appelle aussi l'immunité spécifique. Le macrophage est en effet une cellule présentatrice d'antigènes. Le macrophage va en fait capturer d'abord un antigène par phagocytose, puis il va découper cet antigène en fragments antigéniques à l'intérieur d'un phagolysosome, et les fragments antigéniques sont ensuite associés aux protéines du CMH de classe 2, lesquelles sont disposées à la surface de la cellule. Et ainsi, le macrophage est une cellule qui va présenter les déterminants antigéniques du non-soi, qui sont représentés ici par ces figurés orange, associés au CMH de classe 2, CMH de classe 2 qui est représenté ici en mauve. Un fragment antigénique donné, comme par exemple celui-ci, associé au CMH de classe 2 présent sur la membrane plasmique du macrophage, sera ainsi présenté par le macrophage à un lymphocyte T auxiliaire, ce qui va déclencher une réponse immunitaire spécifique qui peut conduire par exemple à la libération dans le sang d'anticorps spécifiques. Comme les monocytes, les macrophages sécrètent lors d'une infection une molécule de nature peptidique qui sert de signal et qui est appelée l'interleukine 1. L'interleukine 1 va activer localement les lymphocytes T, mais aussi les lymphocytes B. Ainsi, le lymphocyte T4 est activé par le macrophage non seulement par contact, nous l'avons vu tout à l'heure, mais aussi par l'intermédiaire de l'interleukine 1. L'interleukine 1 est une molécule de signalisation intercellulaire qui fait partie du groupe des cytokines. L'interleukine 1, sécrétée par le macrophage ou par le monocyte, exerce les effets suivants. Elle permet, comme nous venons de le voir, d'activer localement les lymphocytes B et les lymphocytes T. L'interleukine 1 induit aussi la synthèse par le foie de protéines de l'inflammation, et elle va donc conduire à la réaction inflammatoire qui se caractérise par rougeur, chaleur, douleur et gonflement de la zone concernée. L'interleukine 1 agit aussi sur le cerveau et plus précisément sur l'hypothalamus en induisant la fièvre. L'interleukine 1 est donc aussi appelée l'hormone de la fièvre. Et enfin, l'interleukine 1 active un axe endocrinien qu'on appelle l'axe corticotrope, ce qui aboutit à augmenter la sécrétion de glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes, tels que le cortisol, sont des hormones qui régulent les fonctions immunitaires. Ainsi, le cortisol va atténuer à la fois la réponse inflammatoire et la fièvre. Sur ce schéma, l'antigène qui est représenté est ici une bactérie. Et l'immunité adaptative a conduit par une succession de réactions initiées par le macrophage à la sécrétion dans le corps d'anticorps spécifiques. Ces anticorps se lient spécifiquement aux déterminants antigéniques de la bactérie. Le complexe formé par l'association antigène-anticorps est appelé le complexe immun. Et les macrophages vont aussi phagocyter les complexes immuns à la fin de la réaction immunitaire. L'anticorps, tel qu'une IgG, est une molécule de nature protéique dont la structure ressemble à un Y, les deux branches du Y portant les sites spécifiques de reconnaissance du déterminant antigénique. Et ces sites diffèrent selon les anticorps et ils assurent donc la reconnaissance spécifique des épitopes
des déterminants antigéniques. Le pied du Y, appelé également le fragment FC, est la partie constante de l'anticorps. Et des récepteurs du fragment FC des anticorps sont présents sur la membrane du macrophage. Ils sont représentés ici en mauve. Ainsi, la reconnaissance par ces récepteurs des anticorps liés par exemple aux déterminants antigéniques de la bactérie va permettre au macrophage de fixer les complexes immuns et la phagocytose de ces complexes immuns se trouve alors activée. On dit que l'anticorps joue le rôle ici d'une opsonine, c'est-à-dire d'une protéine qui, en se fixant par exemple à une bactérie, entraîne son adhésion à la membrane plasmique du macrophage et favorise ainsi sa phagocytose par le macrophage. Ce processus de fixation d'opsonine est appelé l'opsonisation. Notez que certains facteurs du complément, tels que le facteur C3b, sont aussi des opsonines, car le macrophage porte aussi sur sa membrane plasmique des récepteurs de ces facteurs du complément. Je vais maintenant vous présenter la carte d'identité de la cellule Y, c'est-à-dire du monocyte. Les monocytes sont les plus grandes cellules circulant dans le sang. Leur diamètre est d'environ 15 à 20 micromètres, mais il peut atteindre parfois 30 micromètres. Les monocytes sont des leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs, de la famille des agranulocytes, qui signifie des cellules qui sont privées, qui sont dépourvues de grains. En effet, ces cellules sont dépourvues de granulation. Elles ne contiennent pas les vésicules spécialisées à fonction sécrétoire qu'on trouve par contre dans le cytoplasme d'autres globules blancs qu'on appelle alors des granulocytes. Comme les macrophages, les monocytes sont aussi capables de phagocytose et sont donc aussi des phagocytes. Les monocytes sont attirés dans les zones d'infection par chimiotactisme et comme les macrophages, les monocytes sécrètent l'interleukine 1. Les monocytes sont des cellules dont les précurseurs, qu'on appelle les monoblastes, se forment dans la moelle osseuse. Les monocytes circulent ensuite quelques jours dans le sang, puis, alors que les monocytes sont encore immatures et capables de division, ils migrent dans tous les tissus où ils vont se multiplier et se différencier en différents types cellulaires, tels que le macrophage. Le monocyte est donc une cellule précurseur du macrophage. Et c'était cette relation entre le monocyte et le macrophage qui était à trouver dans la 5e question. Cette relation a conduit au concept d'une unité fonctionnelle unique qu'on appelle le système monocyte-macrophage et qui comprend les monocytes circulants, leurs précurseurs de la moelle osseuse et les macrophages tissulaires. Ainsi, les macrophages sont continuellement remplacés par des monocytes circulants qui se différencient en macrophages dans le tissu où ils s'installent. Le type cellulaire le plus fréquent issu de la différenciation du monocyte est le macrophage que l'on trouve pratiquement dans tous les tissus. Mais les monocytes sont aussi à l'origine de la formation d'autres cellules telles que les cellules dendritiques. Comme les macrophages, les cellules dendritiques sont des phagocytes jouant le rôle de cellules présentatrices d'antigènes. Les monocytes peuvent aussi fusionner pour former dans le tissu osseux de grandes cellules plurinucléées, c'est-à-dire qui ont plusieurs noyaux, et qu'on appelle les ostéoclastes. Les ostéoclastes sont responsables de la résorption du tissu osseux. Cette seconde vidéo d'exploitation de documents de biologie arrive à son terme et j'espère qu'elle vous aidera à exploiter d'autres électronographies de cellules. Dans la prochaine vidéo, vous étudierez ce schéma d'une cellule à partir duquel vous devrez reconnaître les ultrastructures cellulaires et présenter pour chacune d'elles leurs fonctions respectives. Je vous dis donc à très bientôt pour continuer l'exploitation de documents relatifs à l'organisation fonctionnelle de la cellule eucaryote.